Bonjour, alors le but premier de ce live va être de tout simplement vous transmettre les précieuses informations que j'ai pu obtenir l'autre jour en rendant au conseil de bande de Mastoyache en compagnie d'une certaine Denise Xavier qui va s'être avérée très pratique, la fondatrice, l'instigatrice du mouvement des barricades cet été en installant la première, celle de Dolbeau-Mistassini. Et puis nos questions se trouvaient à porter essentiellement sur le traité Pethappen, un traité qui n'est pas sans, bonjour Chantal, qui est pas sans engendrer une certaine méfiance et qui elle-même n'est pas sans être au moins en partie fondée, compte tenu qu'on parle quand même de documents négociés à huis clos depuis plus de 40 ans. Encore plus spécifiquement, ce qu'on va faire, on va regarder sans y aller vraiment question par question, mais questionnement par questionnement, dans le sens, il y a quand même plusieurs préoccupations qui deviennent tout autant d'allégations qui sont faites par rapport à ce traité-là, même si, ou notamment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc c'est en fonction de ça qu'on va regarder ce qui nous a été répondu par le conseil de bande, ou du moins par sa représentante. La première de ces allégations-là, pour ainsi dire, ça serait celle qui consiste à dire que le but de ce traité-là, comme de la plupart des traités équivalents, tant qu'à cela, ce serait en fait de vendre les terres ancestrales, donc vendre les terres autochtones pour 3% de redevance, pour reprendre les termes qui sont souvent employés. Donc, pour enfin, bon. Fait bon, pour commencer factuellement, comme il nous a été répondu, il y a effectivement un 250 000 cubes que le conseil de bande va avoir octroyé à Résolu pour le territoire pour le Nitassinan finalement là, correspondant à la communauté de Mastoyache. Fait que c'est comme un début dans le sens, c'est comme comme disait la représentante, c'est un peu pour leur permettre de faire leurs preuves, pour voir s'ils sont capables de gérer déjà ça. Puis il est vrai que dans le traité, en tout cas du moins dans l'entente de principe de Pethappen, il y a vraiment déjà un 3% de redevance qui est inscrit. Fait qu'on pourrait dire c'est à cause, mais je veux dire, ça va être dur de dire que c'est à cause du traité que ces choses-là que ce 3%-là est déjà en vigueur, compte tenu que le traité n'est lui-même pas encore signé. En effet, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, dans le fond, ils ont voulu entériner, ils ont voulu fixer par écrit, déjà dans le traité, qu'est-ce qui était déjà en train de se faire. Une autre façon de le voir, c'est de dire qu'ils ont voulu déjà commencer à appliquer les genres de choses qui ont statué dans le traité. Mais autrement dit, ce qui est sûr, c'est que le principe que Résolu, les autres compagnies forestières ou les autres compagnies minières, ou en tout cas les compagnies minières, puissent exploiter les territoires autochtones sous réserve qu'ils versent des redevances au conseil de bande. Il faut commencer par comprendre que c'est un principe qui est valable dans toutes pratiquement les communautés autochtones du Québec. Là. Et que c'est voulu. Je ne dis pas nécessairement par moi, je ne dis pas nécessairement par tout le monde, mais par effectivement les conseils de bande et typiquement, manifestement, la majorité des communautés qui élisent ces conseils de bande-là. Exemple, comme je demandais à la représentante du conseil de bande, j'ai dit, admettons que Pethappen est flushé demain matin. Puis rappelons que c'est tout à fait possible. Hein. Je veux dire, au début, la communauté de Sept-Îles était avec eux autres. Ils s'y sont débarqués et ils trouvaient ça trop long. Maintenant, il y a la communauté de Betsiamit, ou Pessapit, dépendamment de comment on l'appelle, qui s'est débarquée aussi pour d'autres raisons, ou des raisons similaires. Et puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, déjà perdu le fil de mon idée. Donc, oui, c'est... supposons que le traité était flushé le même matin, comme je le disais,
il y a tout porte à croire que ces ententes-là, qu'on appelle des ARA, des ententes réparation-avantage, seraient maintenues, seraient poursuivies. Tu comprends? Le but des gens qui ont, en arrière même des négociateurs, c'est-à-dire les conseils de banque, tout ça, les communautés, jusqu'à preuve du contraire, ils veulent ces ententes-là, puis ils veulent qu'ils soient maintenus. Bon, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, je veux dire, je respecte, je comprends ça. Personnellement, je ne suis pas du genre à trouver que c'est des ententes qu'il faudrait qu'ils soient idéalement maintenues sur le long terme ou à vitam aeternam. Là. Ça faudrait éventuellement passer à autre chose. Mais justement, si on essaie de se poser un peu la question de pourquoi est-ce qu'elles sont là, ben c'est. Puis ça, c'était une de mes questions aussi. J'ai dit, il me semble que ce 3%-là, ces redevances-là, hein, c'est parce qu'on comprend, mettons, est résolu, ils vont exploiter un territoire forestier. Hein, salut Dan. Et l'argent qu'ils vont faire, mais ils vont verser 3%. Et au conseil de banque. Bon. Mais pour qu'ils l'administrent au nom de la communauté. Mais bon, l'idée, c'est que c'est censé se faire comme être vu comme une forme de compensation pour le viol des droits ancestraux. Dans le sens, là, on est sur leur terre, ces compagnies-là, je veux dire, ces machines-là, limitent fortement, évidemment, l'application de leurs droits ancestraux. Donc, on paye un 3%, qui pourrait être un 2%, qui pourrait être un 5%. D'ailleurs, un début de le fixer par écrit étant de garantir que ce soit au moins ce minimum-là, qu'on n'aille pas en deçà de ça. Puis l'autre chose, ben, c'est que, justement, c'est ça le sens de ma question. Si, par traité, parce que c'est un des buts fondamentaux des traités, de dire, là, après ça, on fait une entente, on ne peut plus chialer, là. On reconnaît qu'on est d'accord dorénavant avec le fait que Résolu, telle compagnie, soit sur notre territoire. Ben, à la limite, en fait, ça devient encore plus logique, encore plus important, encore plus pertinent qu'il y ait une telle entente. Mais sauf que là, c'est plus juste une compensation temporaire, mais c'est juste fixé à plus long terme de façon plus officielle. Bon. Et puis, fait que ça, c'était une première chose. Puis, ah oui, c'est ça. Puis, une autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est des ententes qui sont à l'avantage des deux parties. Dans le sens qu'une grosse compagnie comme Résolu, ils ont typiquement ils ont des certifications à obtenir puis à maintenir, puis qui comportent, entre autres choses, une partie accommodation. Donc, une partie où est-ce qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils font leur devoir social d'accommoder les communautés concernées. Fait que ça paraît bien pour eux autres d'avoir une entente. Même que c'est un peu une nécessité. Là. Fait que, bon, je ne sais pas si vous voyez, au-delà de la notion de morale philosophiquement idéale, dans l'état des choses, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est la faute d'un traité si ces genres de fonctionnement-là existent, surtout qu'ils sont partout à travers le Québec. C'était ça avant le traité, c'est ça pendant qu'il négociait, puis ça va être ça après, puis ça va être ça aussi si le traité est flushé, qu'il soit fléché pas. OK? Donc, si on démêle les cartes pour commencer, c'est ça. D'autre part, une autre allégation intéressante qui est faite par rapport à Pethappen ou aux traités similaires du même type, ça va être, puis on l'a entendu beaucoup là, au barricade cet été, que c'est parce que les barricades, vous comprenez, c'était vraiment sur ce qu'il appelait des territoires non cédés. Une expression qui est intéressante puis qui va l'être d'autant plus si on se met à l'analyser un peu. Parce que vous comprenez, ils disent « Hey, ces territoires n'ont pas été cédés, bonjour Raymond, au conseil de bande ou à qui que ce soit, ou on n'a pas donné l'autorisation à Résolu de ça. » Ouais. Mais tu sais, ça implique cette notion-là qu'il y aurait une telle chose que des territoires cédés ou non cédés. Mais ça part d'où à la limite, tu sais? Parce que quand tu regardes ça, puis tu analyses, puis tu poses des questions aux gens qui légalement là, justement là, sont détentrices d'informations à ce niveau-là, c'est pas compliqué. Regardez, on peut tout vérifier ça. C'est plate à dire, c'est super injuste, c'est super dramatique. Mais en ce moment, les propriétaires, je veux dire,
sauf exception, là, moyennant justement tel traité spécifique qui aurait été fait au Canada, les Premières Nations ne sont propriétaires de rien. Fait que, tu sais, ils ont des droits d'utilisation. C'est plate, mais c'est ça. Puis donc, le but d'un traité, c'est notamment de pouvoir dire, là, en fonction de ce traité-là, cette partie, exemple, là, le Nitassinan de Mastoyache et compagnie, va être à vous, puis tel que géré, du moins par le conseil de bande, là, ce qui est une autre histoire. Mais, autrement dit, puis même là, c'est à vérifier. C'est encore drôle, parce qu'il faut encore une fois vraiment voir le texte du traité, mais je suis loin d'être certain que ça impliquerait de dire on vous cède le territoire, point. Puis une preuve de ça étant que ce que les négociateurs, au moins, essaient de rappeler de plus en plus clairement, c'est que la loi sur les Indiens va continuer à s'appliquer, de telle sorte que les exemptions d'impôts vont continuer d'être pratiquées. C'est dur d'avoir le beurre et l'argent du beurre d'habitude dans la vie. Là. Donc, ce qui semble, là, la preuve du contraire, mais je veux dire, s'enligner pour être le cas, c'est que même avec un traité comme Pethappen, ça continuerait d'être propriété de la couronne, mais qu'il y aurait un pouvoir de plus en plus accru, une autonomie gouvernementale de plus en plus importante qui serait accordée à la communauté. De telle sorte, tu diminues vraiment là, ce qui est assez conséquent avec, exemple, les idéaux d'un parti comme le mien, là, qui ne jure que par la décentralisation. Fait que là, tu diminues l'autorité de la couronne, du fédéral, puis du provincial. Mais tu sais, quand on dit des terres de la couronne, mais c'est ça, au final, les propriétaires, c'est ça, c'est une des petites résultantes du système impérialiste qui est la base là, de nos systèmes politiques, là, comme les Autochtones réussissent si bien à nous le rappeler. Ben c'est ça, c'est la couronne qui est propriétaire et du Québec, et des terres autochtones, et du Canada. Okay. Mais je ne sais pas si vous voyez, fait que là, il y a c'est dur de dire à un moment donné que là, il y a quelqu'un qui va dire « Ok, j'accepte de céder mon territoire à la couronne. » C'est comme une logique inversée, c'est déjà ça. Fait que je serais bien content que quelqu'un m'explique, en fait, ça sort d'où vraiment cette notion-là de territoire cédé versus non cédé. Tu comprends? Puis, indépendamment de si c'est vrai, comme, mettons, la représentante du conseil de bande me disait que le but, c'est que Pethappen leur donne la pleine propriété sur le territoire, ben, d'un, ça se peut très bien que dans les faits, il y ait de plus en plus de pouvoir sur ce territoire-là. Mais je serais quand même assez surpris de dire que ce traité-là finisse par dire, se trouve à dire textuellement, littéralement, il appartient aux Premières Nations, point, et la couronne n'a aucun droit dessus. En fait, c'est clair que c'est pas ça, parce que quand tu regardes le traité, la couronne se maintient des droits à elle-même aussi. OK? Fait que c'est ça. On va y revenir tantôt dans une lecture un peu plus approfondie, mais bon. De certains passages du moins. OK. Un autre questionnement qu'on avait, c'est la question du territoire de chasse pour ce qu'appelle l'Innu Aitun, finalement, là, qui est la pratique du mode de vie traditionnel. Et ça correspond à un Innu Assis, donc un territoire où est-ce que tu peux le pratiquer. Fait puis là, c'est étonnant parce que ça, comme Denis disait, on dirait que si on regarde les cartes du fédéral, c'est juste une petite. C'est comme en rose sur la carte, je vais essayer de l'envoyer. On dirait que c'est juste une petite section de rien. Donc, c'est pas très ragoûtant. Hein? Mais la représentante, ce qu'elle nous a confirmé, c'est non. Le Innu assis, finalement, en tout cas, l'endroit où est-ce que tu peux chasser puis pêcher, c'est censé correspondre à tout le Nitassinan, OK? Mais c'est sûr qu'après ça, il y a une question d'équilibre, de se garder une petite gêne, dans le sens que comme même Denise le mentionnait, c'est si tu arrives pour dire, justement, je vais appliquer mon droit, moi, de pouvoir chasser n'importe où sur ce Nitassinan-là, donc ce territoire complet-là, ben, tu as de fortes chances de te ramasser sur le territoire plus spécifique de telle famille qui va dire, t'es chez nous, qu'est-ce que tu fais chez nous?
Puis comme ne manquait pas de le rappeler, non sans gêne, la représentante du conseil de bande, elle disait, c'est plate à dire, je veux pas être insultant envers toi, là, Charles Vie, quoi que ce soit, mais ça, c'est vraiment des fonctionnements de blanc. Je veux dire que c'était pas comme ça avant nous, c'était vraiment collectif, avant la Terre appartenait pas à personne. Mais c'est sûr que là, depuis que là, ça veut dire que tout le système occidental il s'est implanté, bien là, tout le monde, les terres ancestrales sont tentent de plus en plus à être considérées comme des espèces de lots privés. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les modes de vie, les pratiques ancestrales, les coutumes, les anciennes coutumes, peuvent pas d'aucune façon se maintenir. Dans le sens que, mais tu sais, sous réserve que si tu vas sur le territoire de ta famille, normalement, c'est de dire, écoute, j'aurais besoin de chasser dans tel secteur, c'est-tu correct pour toi, tu sais. Ce qui me semble quand même, justement, une belle forme d'équilibre. Puis, c'est ça, il y avait aussi la question de... parce qu'une des choses qui inquiétait Denise puis d'autres, c'est de dire que ça soit juste par pige que les Premières Nations puissent chasser, finalement. Puis elle a dit, non, ça, c'est pour juste un territoire qui est la chute à Chapmouchouane, dans le parc des Laurentides. Puis encore là, puis là, Denis a dit, bon, j'ai rien à faire avec ces piges-là, mais si je veux le chasser, je vais le faire. Elle dit, ben, comme la représentante le reconnaissait elle-même, elle disait, ben, je peux aussi bien la nommer, là, en fait, c'est Vicky Robertson, là, tant qu'à ça. Fait que, comme le disait Mme Robertson, elle disait, ben, il y a bien des gens qui font ça, mais on essaye quand même d'avoir certaines pratiques pour encadrer ça, tu sais. OK. Je pense que avant d'aller trop loin dans d'autres questions, on va regarder certains passages de l'entente de principe du traité Petaben pour ce qui va permettre aussi, moi, de faire un peu plus l'envers de la médaille, un peu, donc d'arrêter d'avoir l'air un peu trop Petaben, un peu trop pro-Petaben, parce que en lisant un article de Pivot qui avait été référé par Denis Robertson sur la page de Denis Xavier, là, j'ai enfin pu me mettre quelque chose sur la dent, parce que, tu sais, les gens qui pensent que moi, je suis un vendu de Petaben, mais moi, je fais juste dire, c'est quoi vos arguments, sur quoi vous basez, c'est quoi les articles, exemple de l'entente de principe, vu qu'on n'a pas accès aux retraités, qui sont problématiques. Bon, dans cet article-là, ils ont trouvé des articles, en effet, de l'entente de principe qui seraient un peu bizarres. Puis, force est de constater que je peux juste, non seulement je peux juste le reconnaître, salut Tommy, sauf que même, j'en ai trouvé d'autres interprétations qui sont aussi un peu, on va dire, bizarroïdes ou plus exactement préoccupantes. Alors, je vous montre ça, je vous avertis, ce document-là est un peu, un peu fatigué. Attends un peu. Non, il est ici. On va le prendre là. Fait que là, ça c'est mon document, j'ai pris une petite note comme vous pouvez voir. 3.3.4. Le fait que le traité ne mentionne pas un effet ou une modalité d'exercice d'un droit ancestral des Premières Nations n'emporte pas l'abandon ou l'extinction d'un tel effet ou d'une modalité d'exercice. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, ça revient à dire, même si un droit ancestral n'est pas mentionné, ça ne veut pas dire qu'il soit que là, après ça, il va être suspendu suite à l'adoption du traité. Mais, quand on dit que le diable est dans les détails, toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du traité, les effets et modalités d'exercice, autres que ceux prévus au traité, des droits ancestraux des Premières Nations, quels qu'ils soient suspendus. Donc, ce passage en rouge-là, d'ailleurs, qui sonne un peu lumière rouge ou alerte rouge, ben, il est un peu. Il y a un écho de ça ici aussi, dans le sens. Il y a dans 3.3.4.1, le traité a pour effet de permettre à la couronne et aux tiers d'agir indépendamment des effets et modalités d'exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène des Premières Nations qui ne sont pas mentionnés au traité. Tu sais, comment dire une chose et son contraire? Puis ça, je l'ai dit là, à Mme Robertson. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce que dit l'entente de principe, s'il vous plaît? On peut-tu savoir? Elle dit-tu qu'il faut absolument, pour qu'il soit en vigueur, que tel ou tel droit ancestral soit mentionné, sinon on le flush? Ou ben donc, ah non, c'est pas grave que ce soit pas mentionné, on va le garder. Tu sais, là, dans le genre clair et spécifique et précis, on a déjà vu mieux. Là.
et checkez bien ça, il y a quasiment mieux, ou on va dire pire. C'est, si je peux juste retrouver ma feuille. Ok, ouais. Donc, faire un petit look sur chez nous. J'ai pas le temps de faire mon ménage. Fait que donc, le traité ne vise pas à énumérer de façon, en 3.3.2, exhaustive, ni à remplacer les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations, par des droits issus du traité. Il assure à ses droits, de même que le droit qu'il crée, la protection de... Fait que là, le traité ne vise pas à énumérer de façon exhaustive, ni à remplacer les droits ancestraux. Encore du vague à l'âme, puis de l'incohérence. D'un, là, puis ça, j'ai dit à Mme Robertson, vous ne ferez pas lire, il y a comme, on dirait qu'il y a une attrape, là. Je ne sais pas si c'est voulu, mais je veux dire, ils disent, il faut absolument, quand on regarde la première feuille que j'ai montrée, c'est comme s'il fallait absolument que les droits soient mentionnés sur le traité, sinon ils risquent, selon une des deux interprétations proposées, ou mentionnées, ils risquent d'être flushés. Mais après ça, ils vont dire, on fait pas, on les... Non, on la fera pas la liste exhaustive. Ben non, hein, tu sais, comme pour être sûr qu'il y en a qui soient flushés, on dirait. Tu sais, je dis pas en train de dire que c'est une arnaque. Je veux dire, certaines personnes le savent, si vous ne le savez pas, ben, mon père, il fait partie des négociateurs du traité. Mais ça, honnêtement, moi, je le montrerai à mon père, je disais, c'est quoi ça? C'est une joke? Moi, cette section-là, je donne un fail, là. Un F comme dans le fail. Vous retournez ça fait 40 ans que vous travaillez là-dessus, vous n'avez pas trouvé mis à faire. Je veux dire, t'as bien que c'est moi qui est niaiseux, t'as bien que je lis mal, mais Pivot, ils lisent mal aussi dans ce cas-là. Non pas Bernard Pivot, mais... Fait que là, on s'en va où avec ça? Bon, fait mais... Mon père, il ne peut pas parler de ces choses-là parce que les négociateurs sont tenus dans le secret, là. C'est ça le principe d'un huis clos. Mais ce que je veux dire, c'est... Lui, il me dit... le traité n'est pas parfait, mais... Non, je dis, ouais, il n'est pas parfait, sauf que là, il y a quand même certaines choses qu'il faudrait que soient réglées. Ça m'en semble clairement honnête, là. En plus, il dit, dans 3.3.2, justement, elle vise ni à énumérer, ni à remplacer. Ah, on ne veut pas les enlever, mais on ne veut pas non plus les énumérer. Je spécule, mais c'est-tu le gouvernement provincial et fédéral qui ont tenu à maintenir des espèces de zones grises comme ça, des espèces d'échappatoires potentiels comme ça? C'est pas impossible. Mais, ce qui est certain, c'est que plutôt que de dire tuons Pethappen, c'est le mal, c'est blanc et noir et ça, pourquoi pas focusser collectivement, soit même blancs et autochtones, mais surtout au niveau des autochtones, de dire, regardez, on peut-tu s'assurer de régler ce genre de passage-là? Surtout que, il ne faut pas oublier que ça va devoir être approuvé par référendum auprès des communautés concernées. C'est sûr que ça va aller mieux, rendu là, si déjà les gens sont préparés un peu plus d'avance, puis si ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent pas. Puis il ne faut pas penser que les gens, mettons Robertson, les gens au conseil de bande, ça, ils veulent à tout prix la destruction de leur propre communauté. Tout ça s'inscrit dans un processus, puis là, dans le cas de Pethappen, on parle de 40 ans, mais un processus global, finalement, de reconnaissance des droits ancestraux. Je veux dire... fait que ça serait plate dans un sens de flusher tout le travail et l'argent qui a été mis là-dedans. De même, si il suffirait de faire certains ajustements pour que le traité devienne intéressant. Puis, ça me fait penser, tu sais, elle nous relatait, Mme Robertson, de comment que c'est parti, ça, Pethappen. C'est vraiment, je pense, c'est Rémi Curtness qui a eu au départ, il y avait eu comme une altercation, je pense que c'était en rapport à l'île Bouliane, là, donc une île protégée dans le coin de Pointe-Taillon, où est-ce que les gardes de chasse avaient intercepté certains autochtones qui chassaient sous réserve que là, ils sont dans un parc, etc., il n'y avait pas de droit. Puis là, il y avait des armes à feu qui avaient été confisquées. Je ne sais pas si je mélange les histoires, mais je sais qu'en tout cas, il y avait vraiment une confiscation d'armes à feu. Et puis là, c'est là que Curtness et d'autres ont dit un peu, là, oh, nous, c'est notre mode de vie. Je ne pouvez pas nous enlever là, nos armes sous prétexte qu'on n'est pas enregistré, puis ça, là, c'est notre subsistance. Puis c'est comme ça que, suite à ça, l'approche commune, puis éventuellement, Pethappen, on finit par
voir le jour. Le but étant d'encadrer ça, mais à un moment donné, dans tout ça, de fixer un tel principe que des droits ancestraux, puis ne serait-ce que pour mieux les reconnaître et les maintenir, ce qui, rappelons-le, serait une originalité et une nouveauté dans le cas de Pethappen. D'habitude, ou du moins, notamment dans le cas de la baie James, c'est vrai qu'il y a eu une telle chose que de dire on efface vos droits ancestraux, mais en échange, on vous donne bien de l'argent. Donc, un gros ORA, dans le fond, là, une grosse compensation financière de style résolu, etc. Okay? Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, puis qu'il faut que ce soit tout le temps comme ça, au contraire. On s'entend. Puis, bon, je me sens que je voulais dire quelque chose d'important par rapport à ça, mais je ne me souviens pas. Fait que, en tout cas, ah oui, je me souviens. C'est que les droits ancestraux, tu sais, moi, vu que c'est tellement clair, tellement pas clair, puis le traité dit on ne dit pas c'est quoi lesquels dont on parle. Ben, moi, j'ai dit à Mme Robertson, j'ai dit OK, mais là, peux-tu au moins savoir un petit début? Parce que le traité fait mention de la chasse, fait mention de la pêche, fait mention de l'autodétermination. Ça, c'est comme les trois droits ancestraux de base. J'ai dit c'est tout ça? Elle dit ben oui, c'est pas mal ça. Fait que, bon, OK, c'est bon à savoir, c'est déjà ça. Hein? Puis d'ailleurs, hein, une des choses qui achoppe dans les négociations actuelles, parce que le gouvernement fédéral lui aurait donné déjà quasiment son accord d'emblée, mais c'est le gouvernement provincial qui n'aime pas le mot inhérent quand on dit le droit inhérent à l'autodétermination. Ce qui est peut-être un petit peu, en effet, baveux, puis même provocateur, dans le sens qu'imagine si on. Tu sais, ça fait comme sous-tendre que pour toutes les Premières Nations, il y aurait un droit inhérent à l'autodétermination. Sur le fond, je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, déjà que Pethappen menace beaucoup le fédéral puis les autres ordres de gouvernement parce que ça risque de faire un boule de neige puis un effet domino. Ben là, c'est ça, c'est en plus, on fait comme à alléguer ou faire allusion au fait qu'il y a un droit qui serait inhérent. En tout cas, c'est des négociations, mais tu sais, ça pour dire que ça passe. OK, fait que là, autre exemple de droit ancestral, c'est puis du pourquoi de ce genre de négociation, puis là aussi du pourquoi des ORA. C'est que ben, les choses, ça évolue avec le temps. Hein. Exemple, ben, au fil des siècles, genre, là, un exemple notable était le chauffage au bois. T'sais, parce que le chauffage au bois, on s'entend que c'était pas dans le mode de vie traditionnel, ancestral, les Premières Nations en tant que tel. Puis comme de fait, avant, il n'y a rien qui permettait aux Autochtones légalement de dire ben oui, moi je me chauffe au bois, je coupe des cordes. Fait que là, d'où la nécessité de venir encadrer ça, encore une fois, une manière dans une forme ou une autre d'entente ou de traité, de dire bon, OK, là, c'est peut-être bien qu'avant, on coupait pas de bois pour se chauffer, mais là, à cette heure, c'est pas mal ça. Puis c'est quand même nos terres, on peut-tu quand même couper un peu de bois? Puis si oui, ben combien de cordes? 10, c'est-tu 15 cordes? On peut-tu en vendre? Mais, tu sais, ultimement, je ne sais pas si vous voyez tout ça, là, c'est comment que ça fait émerger encore plus la nécessité, effectivement, de l'autodétermination. Ce qui est un début de Pethappen, rappelons-le, là. De ne plus être pogné avec un dégât de réglementation provinciale, puis sans parler de la houlette là, du fédéral et de la couronne, qui casse toujours une petite... Fait que... puis, oui, puis tu sais... donc, le chauffage au bois, c'est un exemple, mais c'est à plus forte raison dans le cas, mettons, de l'exploitation minière ou forestière. Parce qu'on s'entend que ce n'étaient pas des activités qui étaient pratiquées entièrement par les Autochtones, mais sauf que c'est quand même sous réserve des droits ancestraux que justement, aujourd'hui, on a des ORA qu'on continue d'appliquer. C'est de dire, ben, regardez, vous appliquez ces activités-là d'exploitation sur nos terres, ben, vous allez nous donner une cote-part, même si c'est pas ça qu'on faisait avant. Mais c'est parce que c'est nos terres, puis les exploiter. T'sais. OK, bon. Maintenant, je parlais de réforme de gouvernance, hein, vers une plus grande décentralisation, une plus grande autodétermination, hein, des Premières Nations. Ben, c'est ça. Une des autres appréhensions, des personnes comme Denise, puis et plusieurs autres, évidemment, mais puis je pense qu'il est loin d'être sans fondement, c'est la notion que, justement, déjà qu'on voit comment que le conseil de vente est loin d'être
une institution très parfaite, surtout que, je veux dire, que moi, en tant que libertarien, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C'est toutes ces institutions-là de blancs, là, pour le dire, là, importées par nous autres, ils amènent avec eux autres tout leur lot de dysfonction. Et j'en ai fait très bien mention dans les 3 autres lives, entre autres choses, que j'ai fait précédemment, puisque je vais mettre le lien ici en description. Mais je vais vous en donner d'autres exemples drette là. Souvent, une des choses qu'on va reprocher au conseil de bande de bien des Premières Nations, c'est ce qu'on appelle un peu le népotisme, le favoritisme. C'est que, si un rentre au conseil de bande, toute sa famille va être favorisée dans la communauté. Mais c'est vrai, en tout cas, notamment aussi, et à plus forte raison même apparemment, parce que ce qu'on me dit, puisque ce que j'en comprends, pour la fonction publique exemple d'une réserve comme Massayèche, parce que on s'entend, hein, ces conseils de bande-là, c'est des mini-gouvernements, à l'image du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, des espèces de petites social-démocraties, du genre que moi je cherche personnellement à abolir, là, dans les deux cas, là, démocratie parlementaire ou socialisme bureaucratique, c'est pas moi qui va me... S'il y en a un qui reconnaît les torts intrinsèques de ces fonctionnements, c'est moi. Mais c'est vrai à petite échelle comme c'est vrai à grande échelle. Exemple, quelqu'un qui se ramasse là dans la fonction publique de mastoyage, ben ça va être... Il y a des cas où il y a au moins un cas où ce qu'on me dit, qu'une personne qui rentre là, dans cette fonction-là, là, toute sa famille rentre. Puis même que là, on va en parler tantôt de tous les nouveaux arrivants. Tu arrives là, ben c'est tous des nouveaux arrivants qui travaillent à la fonction publique. OK. Mais tu sais, pour en revenir à la notion de favoritisme, ben c'est ça, c'est que ça se fait, mais c'est pas censé se faire. Sauf que là, un des autres problèmes qu'ils ont, c'est que les élus ont tellement séparé la politique de l'administration qu'ils n'ont plus le droit d'intervenir dans ce genre de choses-là parce que ça serait de l'ingérence. Ça serait considéré comme étant de l'ingérence. Ceci n'étant un des exemples d'une problématique plus globale, c'est-à-dire que les élus, de ce qu'on me dit, c'est pas moi mes opinions, moi, c'est pas philosophique plus qu'il ou idéologique plus qu'il faut. On me dit factuellement à partir de gens qui vivent sa réserve. Les élus ne décident plus grand-chose. Ils se font présenter ce qui doit être fait par la fonction publique, comme par les hauts fonctionnaires au gouvernement du Québec, ou quand nous on parle d'État profond. Puis eux autres, ils décident s'ils l'appliquent ou pas. Je ne sais pas si vous voyez cette tendance inhérente-là, systématique des institutions occidentales actuelles, à tendre vers non seulement une bureaucratie, là, c'est comme ça crée une bureaucratie, ça fonctionne, c'est un système bureaucratique, c'est toujours ça, mais en plus une technocratie, que plus ça s'en va, plus c'est les fonctionnaires qui sont les spécialistes, puis les élus, ben, il faut comme qu'ils suivent plus qu'autre chose. La COVID a été un exemple absolument notable. C'est nous, on suit qu'est-ce que les fonctionnaires qui eux-mêmes suivent les super technocrates mondiaux et mondialistes de genre de l'OMS. C'est tout merveilleux, mais en quoi est-ce que c'est de l'intérêt du peuple? Puis que lui-même est concerné ou impliqué dans ces décisions-là. C'est comme, à date, je vois toutes les mêmes causes qui produisent les mêmes problèmes, autochtones ou pas, parce que les institutions sont des institutions occidentales de schnout que je suis le premier à vouloir démantibuler. Fait que là, bon. Autre élément qui me sont mentionnés, c'est que, tu sais, comme là en ce moment sur le conseil de bande de l'UCH, c'est beaucoup des gens qui n'ont pas nécessairement de grande expérience politique ou de grandes compétences ou un bac en sciences politiques ou quoi que ce soit. C'est typiquement des anciens animateurs en loisirs. Puis, on peut dire comment ça? Ben, c'est parce que c'est eux autres qui ont naturellement été amenés à développer un lien plus direct avec la population. Parce que tu as quand même des activités, les gens ils apprennent à te connaître plus, puis dire, lui, telle personne, il est smart, puis on le connaît bien. Mais c'est comme, oui, mais c'est parce que c'est sa job. Puis en plus que, ben, tu sais, comme j'ai Tommy Gilles qui est là, c'est un exemple de famille qui est bien connue. Je veux dire, il y a des grosses familles hein, dans ces, qui comportent beaucoup de membres dans ces communautés-là. Fait que là, si tu en as une qui est élue au conseil, ben là, je veux dire, qui se présente sa candidature pour être au conseil de bande, tu es déjà assuré que
quasiment toute ta famille va voter en bloc pour toi. Tout ça faisant des dynamiques qui ne sont pas trop chouettes. La bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, à mon sens, c'est que si tu parles avec les gens de Peter Pan, ils vont dire, donc avec la représentante du conseil de bande, elle va dire, un des avantages de dire on allait chercher une autonomie gouvernementale, c'est qu'on peut créer des nouvelles structures politiques. Dont, un exemple notable étant ce qu'on appelle Tipelimi-Tishun. Donc, c'est un comité chargé, c'est un comité local d'Autochtones, qui est chargé depuis des années de travailler sur un projet de constitution, ben oui, carton, comme nous on essaie de le faire les Québécois au niveau de la CCQ, mais là, sauf que d'autres ils seraient vraiment rendus au point de la rédaction finale, l'essentiel de leur travail serait quasiment complété, bon, quasiment plate. Donc, hors de ce qu'on me dit dans les nouvelles structures qu'ils ont prévues, parce que c'est ça, hein, malheureusement, si j'ose dire, il n'a pas été à date prévu d'abolir le conseil de bande, mais plutôt de le compléter, je veux dire, de rajouter des nouvelles structures. Bon, déjà qui me connaissent vont savoir que c'est pas du tout mon genre de trip personnellement, mais il faut reconnaître que c'est loin d'être fou. Ceux qui connaissent un peu la politique tout court, et notamment la politique américaine, vont savoir que vont être familiers avec une telle notion que celle des contrepoids. C'est-à-dire que tu veux pas, exemple, que ce soit comme au Québec, que là, l'Assemblée nationale n'ait pas de contrepoids puis agisse donc de façon plus dictatoriale. D'où l'idée d'un conseil législatif, comme on en avait un avant, qu'il soit aboli. Remarque, le pire, c'est que je ne suis pas nécessairement encore là contre l'abolition de cette structure-là parce que ça ramène de l'efficacité. Mais de toute façon, moi, je comprends l'abolition de ce système-là dans son ensemble. Mais le but étant, le bien fondé quand même étant de structures comme le Sénat aux États-Unis, le Sénat au Canada, ou anciennement le Conseil législatif au Québec, de faire un contrepoids. Donc là, c'est ça qu'ils ont fait dans la Constitution. Ils ont prévu la création d'une sorte de comité style Sénat qui serait chargé de réviser les propositions de loi, ou en tout cas les décisions finalement du Conseil de bande, en se gardant évidemment la possibilité de faire un droit de veto. Et puis, tandis que, parallèlement à ça, il y a une autre structure. Non, il y a comme un conseil de jeunes, puis un conseil d'aînés. Je ne sais plus trop à quel point ces structures-là sont déjà existantes, ou ils ont déjà existé, ou qui veulent les rajouter, ou juste les ressusciter, ou mais tu comprends? L'idée étant qu'il y ait un conseil de jeunes, un conseil d'aînés, puis qu'il y ait des représentants de ceux-ci sur cette espèce de Sénat-là. Quand même avouons, reconnaissons que ça a quand même le mérite de venir vraiment juste empêcher qu'il y ait juste un conseil de bande qui décide tout, là. OK? C'est bon. Fait que... Et une des questions que la Constitution va devoir éventuellement régler, ou sur laquelle elle serait présentement en train de travailler, c'est... Salut Christophe, salut Pascal. La question des nouveaux arrivants. Puis là, on va rentrer dans un autre genre de sujet et de conversation. Là. Je vais... tout d'abord, juste pour finir, au niveau des structures, là, pour Mastoyage et tout ça, ben, c'est... auparavant, il y avait aussi d'autres... on parle de plus en plus de notion de conseil de sages, c'est ça, dans ce cas-là, je trouve particulièrement intéressant, mais auparavant, il existait, mettons, un comité de trappeurs, qui était notamment chargé d'administrer, de gérer les chicanes de territoire, donc en essayant d'appliquer ou de faire appliquer ou de vérifier l'application de règles non écrites visant à empêcher finalement ce qu'on pourrait désigner comme le braconnage. Donc, le but étant de s'assurer que les gens soient corrects dans la gestion de leur territoire. Fait que ça, c'est sûr que quand on parle de la nouvelle constitution, bien,
on voudrait effectivement s'assurer qu'il y ait une sorte de continuité ou de réapparition de comités comme ça, plus indépendants pour ce genre de choses-là. Surtout que le conseil de bande est mal vu dans ces questions-là, entre autres, pas juste pour ça, mais notamment pour ça, compte tenu que, exemple, sur la liste des gardiens de territoire, il y a beaucoup de noms qui ne figurent pas. Ça fait que les gens, ils aiment. C'est un beau cas comme quoi que le peuple est toujours mieux placé lui-même pour s'administrer de façon le plus populaire, le plus bottom-up possible. Mais, mais ça, on s'entend, la gestion du territoire, la gestion des ressources animales, essentiellement, en fait, donc relative à la chasse et la pêche, c'est quelque chose d'un peu plus central sur les communautés autochtones. Or, arrive là la super loi je crois que c'est Trudeau, qui a été votée en 2017, puis qui a eu pour effet de faire, de garrocher, à toute fin pratique, 10 000 nouveaux membres sur, exemple, la réserve de Mastoyache. Mais en fait, c'est la grandeur du pays, sauf que, du moins de la province, en tout cas. Mais Mastoyache était la communauté vraiment la plus impactée à ce niveau-là. Tandis que les services publics n'ont jamais été... je veux dire, le financement destiné aux services publics de ces communautés n'a jamais été bonifié ou augmenté en conséquence. Fait que donc, c'est encore un financement qui est ajusté ou qui est calculé pour 2500 membres, alors que là, il y en a eu 10 000 de plus. D'où ils viennent, ces 10 000-là? Ben, c'est ça, c'est que là, il faut comprendre d'abord qu'il y a eu 2 vagues de modifications de statut de résidents autochtones. Okay? La première était arrivée en 1984-85 environ, et qui visait à dire, si toi, tu es une femme qui a marié un non-autochtone, ben, tu sais, parce qu'avant, tu perdais ton statut d'Indien. D'ailleurs, Denise, ça s'est justement arrivé, puis elle faisait mention d'une altercation qu'elle avait eue à un moment donné, parce que là, elle était devenue veuve, elle était allée au conseil de bande, elle dit, ben là, j'avais perdu mon statut d'Indien parce que j'avais marié un non-autochtone. Peux-tu le retrouver, s'il vous plaît? Elle dit, non, c'est compliqué. Fait que là, c'est ça, c'était une injustice, finalement. C'est comme, tu sais, tu es un autochtone, tu maries un blanc, pouf, t'es plus autochtone. C'est comme... Fait que là, il avait corrigé ça. Bon, jusqu'ici, tout allait bien. En 2017, là, ils se sont amusés, tu sais, comme certains woke vont faire, là, à vouloir être plus catholique que le pape, là, aller toujours plus loin dans l'application systématique et aveugle d'une supposée rigueur ou de laver plus blanc que blanc. Là. Donc là, ils se sont dit, on va remonter plus loin, on va remonter jusqu'à 4-5 générations. Quand une autochtone avait marié un blanc, puis là, toute la descendance, on va les considérer comme autochtones. Or, c'est quoi qui s'était passé entre-temps? Ben, je veux dire, il y a 4-5 générations, ça fait longtemps. Là. Fait que le scénario typique, exemple, c'était que autochtone, la première nation en question, la jeune femme, va avoir marié genre l'agriculteur d'à côté, ou le fils de l'agriculteur. Mais combien de flots qu'il y avait par famille dans ce temps-là? Si c'était pas genre une vingtaine. Ça fait que là, dans les arbres généalogiques, là, ça en fait du monde là, qui date qui découle de cette union-là. Tandis que déjà que sur les réserves eux-mêmes, c'est une problématique que la notion que les Autochtones ont énormément, je veux dire, commencé, mettons, ou pour le moins qu'on peut se dire, à vivre de plus en plus comme des non-autochtones, comme des Blancs à travers les décennies, même les siècles. Ben, imaginez, à plus forte raison, j'imaginais à quel point que ça pouvait être encore plus vrai dans le cas de ces Autochtones nouvellement déclarés-là, qui sont juste issus d'un métissage qui remonte à 4-5 générations. Tant qu'à ça, même moi, je suis à la 5e génération, je pourrais dire, youpi, je suis un autochtone. Ce qui d'ailleurs, ce que j'ai d'ailleurs jamais fait parce que pour ne pas insulter ces communautés-là. Puis tu sais, c'est sûr que ça, c'est... vous comprenez, c'est tannant, hein, parce que ça fait comme... Puis même pour les communautés elles-mêmes, parce que c'est comme des questions qui deviennent tabous. Il fait comme se créer ou ça fait comme faire référence à une sorte de... se rapporter à une sorte de racisme non écrit ou interne. Fait que là, personne ne va parler de ça, mais en même temps,
comme je disais, ouais, c'est sûr qu'il y en a que ça doit déranger. Elle dit, tout le monde est dérangé par ça. Puis je vais vous expliquer des exemples d'explications plus claires que ça peut avoir. Traditionnellement ou typiquement, là, un autochtone, mettons, vu que ça a le droit de pêcher avec des filets, là, ben, là, je rapporte les paroles d'une autre personne de Mastoyache, mais qui n'est pas Denis, mais elle disait, tu sais, anciennement, traditionnellement, une personne comme ça va mettre un filet pendant 2 jours. Ah, j'ai pris assez de poissons, j'enlève mon filet. La surutilisation de la ressource étant, comme elle me le disait la personne, c'est juste pas notre façon de faire, ça rentre pas dans nos valeurs. Versus, alors que les institutions de Blanc, les institutions québécoises, c'est plus basé sur le principe de, ben là, si tout le monde se met à faire ça, hein, puis, tu sais, si c'est toujours comme ça que tout le monde fait, ben là, ça va être, la ressource va s'éteindre. Ce qui n'est pas fou non plus. Mais c'était que tu comprends, c'est all across the board, c'est la même règle pour tout le monde. L'affaire, c'est que si on revient à ces gens-là qui vivent parmi les Blancs, qui vivent, exemple notamment à Robertval, depuis des générations, puis donc à ne pas pratiquer le mode de vie ancestral depuis des générations, ben, tu sais, ils ont été habitués à la façon de fonctionner des Blancs. Donc, à avoir des règlements à l'extrême, les règlements à titre aigu, un gros code de pratique, des façons de faire très détaillées. Mais comme elle disait, c'est comme si après ça, tu arrives avec l'équivalent du problème qu'il y a quand un enfant qui est élevé dans une famille très stricte, il sort de sa famille, puis là, il peut faire ce qu'il veut. Fait que là, maintenant que c'est plus contraignant, on s'entend qu'il va en profiter. Fait que ça fait comme un effet de bar ouvert quand un jeune de même arrive sur une... Ça peut faire un effet de bar ouvert, puis que là, qu'il y en a qui l'échappent. C'est sûr que, comme elle me disait, des contrevenants, des braconneurs, il va y en avoir tant de nouveaux blancs autochtones, nouveaux autochtones, il y en a partout, mais il y a dans certains endroits, puis certaines strates sociales ou certains contextes, parce qu'il va y en avoir plus. Puis c'est ça, ben, ça pour dire que ça peut arriver que là, des gens qui n'ont pas été élevés avec les cultures vraiment, puis la façon de faire traditionnelle, ils vont se dire, ben, moi, si j'ai droit à 21 jours de pêche, j'arrêterai jamais, même si j'ai une grosse pêche. On a déjà vu ça, en effet, autant chez les Blancs que chez les autres. Surtout chez les Blancs, en fait, taquement. Bon, fait que là, la façon de faire qui a été employée jusqu'ici, par les conseils de bande, ou du moins celui de Mastoyache, pour faire face à ça, c'est l'éducation. Donc, on va vous sensibiliser, mais sauf que ça, par définition, comme d'habitude, ça n'intéresse certains plus que d'autres, puis d'autres, ça n'intéresse pas pantoute. Fait que, encore là, c'était-tu voulu de la part du gouvernement Trudeau, je pense que c'était son gouvernement, de faire une loi de même dont on dirait que le but premier, si le but c'était d'assimiler les communautés en les submergeant de non-autochtones, je veux dire, des gens qui ne sont pas de vrais autochtones à toute fin pratique, que ce soit au niveau du sang ou du mode de vie, ben, en tout cas, si c'était ça le but, c'est réussi. Puis là, vous allez me dire, puis je sais pas, surtout, tu sais, quand on fait des théories de conspiration, supposément de conspiration comme ça, puis en tant que blanc, elle dit, hey, ben oui, regardons comment ils font rentrer des immigrants, ben là, on est un raciste, puis on n'est pas fin, on n'est pas fin, puis on n'est pas bon, mais sauf que au niveau des Autochtones, c'est une réalité, ça fait longtemps qu'ils savent, puis c'est documenté. Je veux dire, que depuis l'arrivée des Blancs d'Amérique du Nord, il y a une volonté d'assimilation. Même les réserves en sont eux-mêmes une preuve tangible. Puis ça, c'est sans parler de la christianisation, c'est sans parler des pensionnats, etc., etc. Tu comprends? Des applications de l'institution de Blanc aussi, le conseil de bande, etc. Même qu'on en parlait, on dirait que des fois, dans le sous-financement, puis de tout ça, puis le fait que ça soit je veux dire que ça soit pas réglé, hein, il n'y a rien de réellement réglé au niveau autochtone. Les gens tendent à fuir de plus en plus les réserves, se ramasser dans des villes, puis là, qui sont de plus en plus acculturés puis assimilés. C'est ça qu'il faut aussi parler de des gens de génocide culturel. Là, c'est pas moi qui invente ça, là. C'est pas. Fait que, tu sais, le fait de faire rentrer 10 000 membres
qui n'ont pas vraiment de lien depuis des générations avec la culture autochtone, je ne trouvais pas que ça fit plus dans ce climat global d'assimilation, de l'acculturation, qu'autre chose. Ou c'est flyé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les autochtones, ils me trouveront plus. C'est pas juste que j'ai pas besoin de faire valoir ou faire comprendre ces philosophies-là. Eux autres, ils n'en comprennent que trop bien, puis c'est typiquement, ça fait grincer les dents, pour le moins qu'on puisse dire. OK? Fait que c'est encore une affaire que, bon, peux-tu libérer les Autochtones de la tutelle des lois des Blancs, de la stupide administration typique occidentale, de l'impérialisme, du paternalisme, de la domination, de la colonisation, qui se poursuit, puis dont il faut encore qu'ils fassent les effets. Au moins, une bonne nouvelle, bon, ben, pour le rappeler, parce qu'il y a un chiffre que je n'étais pas sûr, je finis avec juste ces petits à côté-là, c'est comme, je suis rendu dans le Varia, dans le coq à l'âne, mais au moins, ben, il y a un cadre. Ah bon, je savais que juste pour dire, juste avant la fin, j'allais manquer de pile, mon petite affaire. Fait que là, on va avoir l'air un peu niaiseux pendant quelques secondes, mais au moins, c'est rien que ça. Ça fait que, je vous en avais parlé dans un live précédent là, que Fédéral, pas juste dire qu'ils font rien que des mauvaises choses, avait annulé, avait flushé, avait, le montant de dette. En fait, il s'élève à 40 millions. C'est ça, c'était ça le chiffre qui me manquait. Là, ça, ces 40 millions-là, c'était tout l'argent qui avait été versé d'abord par la Fédérale Communauté, puis qu'eux autres, ils avaient réinvesti, soit en MCH ou un peu ailleurs dans le pays, en frais d'avocat, en frais juridiques, là, pour faire des traités comme Pétapen, etc. Mais là, au moins, ça a été... je veux dire, cette dette-là a été acquittée, finalement. Hein, c'est comme une remise de dette, là, puis ça devient un don. Puis même que le financement se poursuit à la place. Fait que ça, c'est super. Au moins, si le fédéral, justement, il paye les Premières Nations pour continuer des traités. Mais tu sais, si vous voyez qu'en même temps, il y a comme un effet de hamster dans la roue. Là. On va négocier comme ça à l'infini, on vous paye pour... Puis là, c'est des contribuables canadiens, évidemment, là, qui payent pour ça. Mais je veux dire, maintenant, il va falloir que ça se règle, tout ça. On ne peut pas juste payer tout le monde à l'infini, puis on peut pas dire d'avantagé. Les Blancs, on paye, puis les Autochtones, c'est pas réglé. Il n'y a rien qui se règle. Puis, tu sais, ceux qui pensent que Pétapen, c'est le mal, puis ils veulent implanter le mal, ben, dites-vous que je pensais pas en parler, mais en tout cas, dans la dernière réunion, j'aurais dû après, je vous montre ça, là, je vais essayer de le mettre dans la description. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc, dans les slides qui étaient présentés, même si je n'étais pas là, mais j'ai eu la chance de m'y faire transférer, les gens du regroupement des Pétapen commencent réellement à penser à un plan B, eux autres aussi, imagine. En voulant dire, ça ne marche pas, on fait quoi? Puis là-dedans, il y a des gestes de déclaration unilatérale de souveraineté, il y a des possibilités de poursuite directement vers le fédéral ou le provincial. Fait que, tu sais, je pense que ce qui est important, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a du monde sincère, que c'est à la base une démarche sincère de gens sincères, puis que c'est pas juste le conseil de bande. Pétapen, ça implique des négociateurs depuis 40 ans, ça fait beaucoup de monde, là, vivant comme mort, retiré comme pas retiré, plus le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, c'est une grosse démarche. Puis ça, c'est rien qu'un traité, mais en tout cas, fait on peut pas dire que c'est du monde qui veulent juste toute la fin du monde. Là. Le but, c'est de réussir du mieux qu'ils peuvent à régler les problèmes autochtones. J'ai montré tantôt moi-même très bien qu'il y avait des gros bugs, pareil, mais en tout cas, fait que puis un autre chiffre à mentionner, ben là, si c'était accepté, il y aurait un 1,5 milliard qui serait versé entre les 3 communautés restantes, donc qui sont les 2 principales étant Mastoyache et pas que je me trompe là, je pense que c'est Essipit, ouais, c'est ça, Essipit, puis tu as Natashquan, mais qui eux autres, c'est comme ils ont un pied dedans, ils ont un pied en dehors, c'est un peu dur à expliquer, moi-même je ne comprends pas trop, mais en tout cas, puis donc puis ce serait 1,5 milliard là serait versé au prorata de telle sorte qu'il y aura un 1,1 milliard qui irait à Mastoyache, parce que là, il y a plus de monde. Puis, juste une dernière note,
comme ça, j'ai pris des notes et je vous les transfère, c'était ça le deal. Juste pour vous donner un exemple des revenus, exemple de résolus, sur une des terres ancestrales, là, je ne donne pas le nom de la personne, mais c'est 30 millions en 30 ans, donc 1 million par an. Puis des terrains comme ça, des territoires ancestraux de main, il y en a à peu près 140 à Mastoyache, apparemment, ou 142. Fait que c'est ça. Donc, ça fait, en 30 ans, ça fait à peu près 140 millions. Fait que, quand même des gros sous. Fait que, tu sais, c'est sûr que on comprend après ça le principe que, oui, il faut qu'il y ait des ARA, là, des ententes de répartition à avantage, toujours bien répercussion avantage. Il va toujours bien falloir, faut toujours bien amener que les communautés soient dédommagées pour ces impacts-là. Je ne sais pas grand monde nie ça, mais c'est pas juste ça. Puis je pense que c'est ça que les barricades ont démontré cet été de façon plus spectaculaire et plus radicale. C'est que là, à un moment donné, si résolu, il a été parce que c'est compliqué. Encore là, le processus décisionnel, c'est. Mais s'il a été décrété, en l'occurrence par le ministère concerné, je pense que c'est l'exploitation du territoire, ça, que le résolu peut exploiter telle partie de tel territoire ancestral, on va dire non cédé, là, mais il n'y a rien de cédé de toute façon. Puis qu'en plus, ben là, ils ne respectent pas, ils en prennent trop, etc. Ben, là, on peut comprendre qu'à un moment donné, ça devient un peu too much. Là. Puis je vous annonce en passant que là, je vais commencer personnellement à travailler sur un projet plus concret à cet effet-là, qui pourrait impliquer des négociations directes entre des familles impactées, comme celle, mettons, de Denis Xavier ou Diane Blasmith, et résolues, ou encore, parallèlement à ça, de passer par le chemin plus traditionnel officiel, qui est par une revendication. Salut Cassandra. Au conseil de bande, qui lui, après ça, va le transmettre au ministère. Là. Mais tu sais, c'est parce que l'idée, là, c'est que je pense que l'avenir appartient à ce niveau-là, en effet, à la formule et à la voie juridique, plus que au blocage, là, parce que d'un, comme ça, ben, tu peux aller chercher une entente officielle écrite, puis pour l'ensemble des familles du territoire, pas juste une ou deux, là, comme l'exemple, celle-là de Denis ou celle-là de Diane qui ont. C'est ça, c'est que là, c'est ça le travail d'équipe. C'est correct que ces deux femmes guerrières-là aient eu le courage de faire ça, mais c'est pas tout le monde qui l'a, justement. Puis, fait que là, est-ce que ça serait fun que le courage des unes puisse bénéficier pour les autres aussi? Puis, il y a aussi, tandis que parallèlement à ça, il y en a d'autres qu'eux autres, ils ont déjà obtenu des gains comme ça, des ententes intéressantes au niveau de leur territoire en faisant des demandes spécifiques au ministère en passant par le conseil de bande. Genre, tu peux exploiter telle partie, mais pas telle autre. Fait que ça c'est une expertise, puis c'est une forme, je veux dire, d'intelligence, puis de stratégie, puis de connaissance qu'il faut aussi réussir qui se transmettent pour que l'ensemble puisse en bénéficier. Le but étant qu'il y ait au moins un début d'harmonie, puis de réelle coopération, puis de vraie entente, parallèlement à Pétapen, mais entre, ultimement, les familles autochtones et des compagnies comme Résolu. Parce que surtout qu'on sait, Résolu, que eux autres, là, comme je disais tantôt, sont les premiers à ne pas être intéressés, à ne pas avoir absolument aucun intérêt à ce qu'il y ait de la chicane. D'ailleurs, il disait à Denis, il disait, on peut-tu s'entendre directement avec toi? On ne veut pas avoir de problème avec toi. Fait que là, moi, ça montre qu'il y a un potentiel, puis c'est ce potentiel-là que je veux contribuer à exploiter et faire fructifier. Fait que, évidemment, je ne vais pas en parler à tout bout de champ, à faire des lives et puis finir là-dessus. On va faire une couple de rencontres avec les personnes concernées, en temps et lieu, puis on va voir ce que ça va donner. Puis, si ça donnerait quelque chose, je vous en parler. Fait que c'est ça. Merci de votre patience. Je vous invite vraiment à regarder les autres lives que j'ai mis, que je vais mettre dans la description. Puis, on devrait être bon pour un bout avec ça, hein? J'ose espérer. Merci, bonjour.